Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un artiste engagé à fleur de peau. Il est chanteur, auteur, compositeur, mais aussi écrivain et poète. Parmi ses thématiques de prédilection, il y a l'amour, bien sûr, toujours l'amour, la perte aussi, et le bonheur, bien sûr. Le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Thury, Oui. votre vrai nom, c'est quand le bonheur? C'était votre grand succès il y a 20 ans, extrait de l'album qui a eu le même succès, Amour parfait, c'était donc il y a 20 ans. Ce premier album, la question reste posée, c'est quand le bonheur? Ouais, malheureusement, je pense que c'est une question éternelle. Une question éternelle. Ouais. Vous Ouais, l'avez c'est- trouvé, ce bonheur? Oh, j'espère pas, non. Des joies, des petites joies, des grandes joies. C'est beaucoup plus furtif et beaucoup plus surprenant et intéressant. Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas chercher et toucher, quoi. Je me dis toujours, je pense à une cordée qui monterait à l'Everest. Si jamais on m'invitait, je m'arrêterais à 10 mètres du sommet. Je regarderais les autres, je leur dirais allez-y. Je regarderais le sommet en disant non, je veux pas le toucher. Parce que si je le touche, il reste quoi à faire après? Donc le bonheur inaccessible, le sommet. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais vous êtes quand même un homme plus heureux, plus apaisé peut-être qu'il y a 20 ans, lorsque vous écriviez cette chanson? Non, absolument pas, non. Non. Est-ce que vous avez changé, comme dirait l'autre? Ouais, bah sûrement, mais est-ce que j'ai changé? Je sais pas, parce que dans les moments un petit peu compliqués ou des moments de doute, je ferme les yeux et je reviens dans ces années de construction. Bien avant, c'est quand le bonheur, quand j'avais 16 ans ou même avant, les premiers tours de manège, parce qu'il n'y a qu'un seul tour de manège, un premier tour de manège, il n'y en a qu'un en fait. J'ai amené récemment ma petite fille au manège, elle est toute petite et son premier Elle a tour de 3 manège. ans. Ouais, Micha bientôt 4, Micha, Bientôt en décembre. 4. Ouais. Mais le premier tour de manège, elle était surprise. Et dans ses yeux, c'était un regard que je ne connaissais pas. Le deuxième, elle était heureuse, elle souriait. Mais le premier, c'est comme ça. L'émerveillement. du L'émerveillement, ouais, c'est ça. Et moi, je reviens souvent à ces 15-16 ans où la falaise était là, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Et puis je me dis que parfois j'ai encore 16 ans, quoi. Et ça, c'est bien, ouais. Il faut continuer à rester émerveillé. Oh, oui, c'est essentiel. Je crois que l'émerveillement c'est le sel de notre vie. Ah non, 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 oh là là. Blasé, aigri. Oh, non, non. En tout cas, chez vous, l'émerveillement continue, la créativité aussi, sur ces 4 dernières années, puisque vous étiez parmi nous sur KTO il y a 4 ans, dans VIP à l'époque. Vous nous revenez avec un 11e album studio, dont on va parler, Ces jours qu'on a presque Ça serait oubliés. pas le 10e, 11e. Ah, il me semblait que c'était le 11e. 11e. Alors, je vais recompter, alors, mais c'est possible. Hein. 10e ou 11e? Oh, 10, allez, c'est bien. Allez, Ouais. 10e. Enregistré chez vous, à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Ces jours qu'on a presque oubliés, vous avez pensé à quel jour en particulier? Oh, déjà, j'ai pensé à ce mot presque. Je pense que le mot presque est le plus important du titre. J'adore cette idée on est au bout, il n'y a plus rien, c'est terminé. Je pense à ce couple qui a vécu toutes ces années. C'est pas pour rien qu'on a vécu 20 ans ensemble, ou 30 ans, ou 40 ans. Et tout va finir, tout va exploser. Mais c'est presque fini, mais ce n'est pas fini. Il y a toujours cette petite flamme. Si on a vécu toutes ces années ensemble, c'est pas pour rien. Donc on s'agrippe à quelque chose qui pour moi est l'essentiel. Deux solitudes qui se trouvent à un moment de la vie, on peut appeler ça un coup de foudre parfois, et qui crée un fantôme au milieu, qui est le troisième personnage, qui est leur personnage commun. Et je me dis que c'est pas pour rien de se trouver et de décider de mourir ensemble, c'est bien. Voilà. Donc ce mot presque me plaît pour ça. Je pense aussi peut-être je sais pas, au Viking qui est au milieu d'un combat et qui a son épée encore et tout le monde est autour de lui pour le massacrer. Non, il a toujours l'épée, il est là, il n'est pas encore mort. Il va se défendre. Le couple est important pour vous? Oui, le couple est important. Être à Les deux. couples sont Les couples. importants, ouais. Là, c'est le volume 1. Ouais. Il y a un volume 2 qui va bientôt sortir. Ouais, alors Qui aura le même titre ou... Ouais, alors c'est marrant parce que j'aime bien l'idée de dire peut-être, parce que
Après presque, il y aura encore presque dans l'autre titre? On va voir ce qui va se passer. C'est surtout qu'il y avait beaucoup de chansons. Comme j'ai eu ce dogme-là en arrivant au studio, était de tout livrer à l'os, nu, de tout cracher en premier jet. Et donc j'avais beaucoup de chansons qui sont arrivées vite. Et je ne voulais pas non plus, on va dire, le trop d'abondance, la surenchère de titres. Je voulais que les gens qui découvrent mon album se posent des questions peut-être, en tout cas rentrent là-dedans, mais ne soient pas submergés par tout ça. Parce que c'est quand même, par les temps qui courent aujourd'hui, la musique forte, qui va vite, et qui est partout et qui va trop vite pour moi. C'est surprenant à ce niveau-là. Je prends mon temps, je reviens à la source, et je reviens surtout, je me rappelle ces années où si on parle des jours qu'on a presque oubliés, ces années où on avait cet argent de poche pour acheter un seul disque. Et on furetait toute la journée chez le disquaire. Et puis on achetait le disque. Mais quand on l'avait, on l'écoutait une fois. Et parfois on était surpris, voire presque déçu de notre artiste préféré. Et puis la deuxième, et puis la troisième, et puis on a apprivoisé. Et à la 6, 7e c'est l'inverse du manège. Oui, c'est ça, exactement, ouais, je suis Comme quoi. d'accord. Ouais. Et puis au bout de quelques écoutes, on trouve la porte qu'a voulu nous indiquer l'artiste, et on l'ouvre et on se dit waouh, et on tombe fou amoureux de ce disque-là. Mais il faut prendre le temps de l'écouter. Et c'est le cas de cet album. 11 titres, pour le Ouais. coup, pas 10, hein, 11. 11, ouais. Je vous propose d'écouter le premier titre, Lâche pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. C'est toi qu'on veut tout suivre, qu'on suivra jusqu'au bout. T'étais comme un grand frère pour nous, pour nous, pour nous. T'étais comme la rivière et la mer tout au bout. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et si je dois prier, juste une seule fois, je voudrais ce grand frère pour nous, pour nous, pour nous. Il était la rivière et la mer tout au bout. Lâche pas, un titre très émouvant. On entend Tu étais comme un grand frère, je ne suis rien sans toi. À qui vous adressez-vous? Vous voulez pas en parler? Si, parce que On sent qu'il y a un hommage, que c'est quelqu'un Ouais, que vous mais- portez mais- dans votre cœur. j'aime à dire que c'est un titre qui est pour vous, pour moi, pour tout le monde. Parce que des gens qui l'ont écouté m'ont dit tiens, c'est pour mon frère, c'est pour mon papa, c'est pour ma grande sœur, c'est pour ma chérie. Et c'est pour mon ami qui se bat contre une maladie. C'est pour Jacques Higelin. Parce qu'on dit que je suis enfin, on dit que oui, évidemment, Jacques, pour moi, c'est un grand frère, quoi. Ou Bachung, ou Daniel Darc, oui. Mais je me souviens bien du moment où je l'ai écrite, cette chanson. C'est un ami très cher, qui est comme un frère, et comme un totem pour moi, qui pleure rarement, voire je ne l'ai jamais vu pleurer. Et puis, j'ai reçu ce coup de téléphone, il pleurait au téléphone, désespéré. Et je n'ai pas trouvé les mots. Je n'avais pas les mots pour le réconforter. Et quand il a raccroché, j'ai couché sur le papier cette chanson. Voilà. C'est vrai que tout l'album, vous parlez de mots, tous les mots sont ciselés, choisis, plein de sens et d'émotions. C'est un album très introspectif. C'est une vraie introspection, cet album. On le voit d'ailleurs sur la pochette, on dirait un tableau de Vermeer. Je pensais à la liseuse à la fenêtre, Oh, c'est beau, ça. un petit peu, parce qu'il y a... Ouais. Ah, mais ça m'a je fait prends. penser à ce tableau-là. C'est vrai que nous sommes dans lumière intérieure. Vous vous regardez par la fenêtre, il y a la lumière extérieure, mais il y a aussi ce miroir, cette vitre qui renvoie votre reflet un petit peu. Ouais. Et c'est ce qu'on sent dans cet album. C'est déjà toute une invitation à ce voyage intérieur, votre album. Rien que la pochette et bien sûr tous vos titres. Quel est celui
qui vous représente le plus ou qui... Mais Oh, c'est déjà, si, difficile. si vous le permettez, je veux m'attarder sur la pochette. Bien sûr. C'est une pochette de Fernand, mon ami d'enfance, qui m'a amené, qui m'a amené dans mon village d'enfance à Vernet-les-Bains. Enfin, je suis là-bas, hein, mais il m'a dit, on fera la photo dans cette maison. Et cette maison, elle est particulière. Elle est inhabitée depuis une quarantaine d'années, mais comme un fantôme qui l'habiterait. C'est-à-dire que quand on rentre dans la maison, l'échiquier est encore là, en train de jouer, comme s'il jouait encore. Le café est servi, il y a un livre ouvert, il y a... incroyable. Et je me suis mis à cette fenêtre-là, il a pris cette photo, et ce qui est troublant, c'est que je regarde la maison d'en face, qui est ma maison d'adolescent. Et derrière moi, c'est la petite école de Vernet-les-Bains, c'est ma maison d'enfance. Adolescent, enfant, et la photo est au milieu. Et ça, c'était pas calculé. Et quant à la chanson qui me représenterait le plus, c'est... Comme on parle de miroir. Bien sûr, ouais. C'est assez compliqué. Je dirais plutôt que ça serait les silences entre les mots qui me représenteraient le plus. Ouais. Parce que je pense que les mots de ce disque-là sont des souvenirs, beaucoup. En tout cas, des souvenirs vécus ou pas, des souvenirs que peut raconter une personne qui a perdu sa femme, peut-être. Je pense à la chanson « Je serai là ». Ou Théo Lily. Pas Je serai là, Théo Lily. Je serai là, elle est là. Théo Lily, c'est... Tu sais, tu ne m'as jamais quitté, le soir t'es près de moi sur le canapé, Théo Lily. C'est ça, Théo Lily. Et je pense à cette chanson-là. Et par contre, les silences, un petit peu entre les mots, pour moi, ça représente l'oubli. C'est-à-dire qu'on a des souvenirs. Mais parfois, on a oublié des choses qui peut-être étaient merveilleuses, qui peut-être étaient dures, peut-être. Et comment les décrire, puisqu'on ne les a plus. Donc les silences sont une porte ouverte à tout ça, je pense aussi, ouais. Et vous avez peur de ces oublis? Non, j'ai peur d'autres choses, beaucoup, mais pas de ça, non. Mais c'est une façon de les retenir? Ouais, de les retenir et de se dire que c'est assez troublant, parce qu'on peut oublier des choses, mais grâce à l'entourage, grâce aux personnes qui nous aiment, un oubli peut être un souvenir d'un souvenir. C'est-à-dire que on ne se souvient plus des choses et puis quelqu'un nous raconte quelque chose. Et puis longtemps après, on se souvient de ce que nous a raconté la personne. Mais comme si c'était nous qui l'avions. Voilà, c'est plutôt les souvenirs de souvenirs. Après, ce disque-là, pour moi, pourquoi vous en parliez bien, la pochette si bien, ça me touche beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est introspection, c'est vrai que j'ai, par le passé, j'aime pas dire le passé, les disques précédents, les chansons précédentes de ma petite histoire, beaucoup sont des incendies que j'ai essayé d'allumer dans des forêts ou dans des villages ou avec une meute, avec des torches tendues au bout de bras tendus comme ça. Et c'était bien, c'était jouissif, c'était génial. Et là, je pense que c'est plutôt un petit feu. Il reste une petite flamme et en fait, c'est la flamme qui me réchauffe, qui réchauffe. Et c'est peut-être la plus importante. Et ce disque-là, pour moi, représente cette flamme qui réchauffe. Est-ce que c'est votre album le plus abouti ou le plus introspectif? Alors, quand on termine un album, on se dit qu'il est tellement abouti et qu'on l'aime tellement. Je les aime tous, mes albums. Bien sûr. Ce sont vraiment des polaroïdes de moments de ma vie. Je pense que ce polaroïde-là, encore une fois, c'était pour freiner des deux pieds. C'était pour être en adéquation avec mon réveil le matin, quand j'écoute Johnny Cash ou Nebraska de Springsteen ou Bob Dylan. Je pense que c'était ça. Et aujourd'hui, c'est assez trublion. Le mot est faible, hein, mais c'est assez, pas subversif, le mot est trop fort, mais c'est assez étrange de rentrer en studio et de fermer toutes les écoutilles, de tout fermer et de dire non, je veux retourner à l'os. Qu'importe si une radio passe mon titre ou pas, je veux mettre. Et donc on a mis le micro loin de moi. J'avais mon harmonica, ma guitare et le bruit de la chaise à Nausier, et ça suffisait, je crois. Et pas mal d'inspiration irlandaise aussi. Ouais, hein. ça c'est grâce ouais, c'est Steve Wickham. Steve Wickham, ouais. Violon, et membre du groupe Les Waterboys, ouais. Votre groupe fétiche, ouais. Avec Mike Scott. Il a joué avec U2 aussi sur Sunday Bloody Sunday. Bien sûr. Et au-delà de ça, Steve Wickham est une personne que j'ai croisée sur mon deuxième album, sur Menteur.
Je me souviens avoir téléphoné à Christophe Miosek, qui est mon ami, et je lui dis j'aimerais avoir un violon à la Steve Wickham, des Waterboys. Il m'a dit mais pourquoi tu lui demandes pas? Tout simplement. Tout simplement. Ce fut simple, c'est-à-dire que j'ai eu ses coordonnées. Il m'a dit on ne se connaît pas, mais moi je veux lire les mots, je veux les comprendre. Donc j'ai dû traduire mes chansons. Et il a accepté de rentrer dans mon univers, de venir avec moi. C'était en Irlande, je me souviens, une nuit, il est arrivé, il m'a joué des gigs toute la nuit. J'étais comme un enfant heureux. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Et Steve est quelqu'un comme le peuple irlandais, magique, accueillant, tendre et fou. Sligo, sa ville, à l'ouest de l'Irlande, est le fief de la musique irlandaise. Un jour, il m'a amené là-bas et on a frappé 3 coups à une porte. Dans la ville, comme ça, une petite porte. C'était la nuit. Quelqu'un est venu ouvrir avec une bougie. On a traversé un couloir sombre et au bout du couloir, des gens étaient là et buvaient du vin chaud. On a partagé le vin avec eux et les musiciens jouaient, c'était les musiciens traditionnels. Et en fait, c'est une coutume, plus que ça, c'était un combat mené par les Irlandais depuis Cromwell, celui qui a affamé l'Irlande, un combat pour se défendre. C'était le seul moyen pour se défendre contre l'assaillant anglais et pour résister, c'était la musique irlandaise. J'ai eu accès à cette nuit magique et depuis j'ai des frissons tout le temps avec Steve, quoi. Ouais. Et donc il est sur ce disque qui a une couleur irlandaise, c'est vrai. Mais je dirais que Steve Wickham, pour moi, est le plus catalan des Irlandais. Ça tombe bien, puisqu'on va reparler de votre pays et des connexions entre l'Irlande et la Catalogne, sans la nommer. Je vous propose 4 mots. Je vais m'éclipser, vous aurez 4 mots à commenter, à nous éclairer avec votre petite lumière, qui n'est plus un incendie maintenant, mais une petite flamme. D'accord. On fait comme ça. À tout de suite. Alors Kelly, vous êtes bien installé. Bien. Alors comme je le disais, vous avez dévoilé un petit peu mon premier mot. Le premier mot que je voulais vous proposer, c'est le mot Catalogne. Et il y a effectivement, je crois, des liens entre l'Irlande et la Catalogne, votre Catalogne française. Mais pas que. Pas que, non. Le mot Catalogne, pour moi, résonne énormément. Je suis né évidemment à Perpignan, donc c'est pour ça. Mais au-delà de ça, je suis petit-fils des républicains espagnols. Un grand-père, Giuseppe Calicciuri, qui était dans les brigades internationales et qui s'est battu. Il faut imaginer qu'il vient de Calabre. Il ne voulait pas que le peuple italien subisse le joug d'un dictateur. C'était Mussolini à l'époque. Et donc il allait se battre contre tous les fascismes du monde. Il est allé se battre contre Franco. Il a rencontré ma grand-mère. Ils se sont mariés à Barcelone. Mon père est né à Barcelone. Il a traversé la frontière et accueilli, le mot n'est pas approprié, mais en tout cas dans des camps de souffrance dans le sud. Donc oui, je suis catalan. La Catalogne, pour moi, résonne beaucoup avec la tradition. Pourquoi l'Irlande aussi? Musique traditionnelle irlandaise, mais musique traditionnelle catalane. Quand j'entends des sardanes jouées par les cobles catalanes, me revient ces moments où j'étais enfant et je m'approchais de la place du village et la coble jouait, les personnes âgées avaient des larmes aux yeux et je savais que c'était l'été qui approchait. La Catalogne, pour moi, c'est Pau Casals, en catalan, Pablo Casals, le plus grand violoncelliste du monde. Nous avons eu la chance de l'avoir comme réfugié à Prades, chez moi. Et le photographe était mon arrière-grand-père du côté de ma maman, Alexandre Genovese. Et donc j'ai des photos de ma grand-mère, Stella Genovese, qui était toute petite et qui jouait sous le piano du répétiteur de Pau Casals. Tout ça, c'est la Catalogne pour moi. Évidemment, c'est quelque chose de très fort. Et en même temps, si je pouvais barrer toutes ces frontières avec tous ces voilà, c'est important de parler catalan, c'est important, mais c'est important aussi de casser toutes les frontières. Catalan et italien, Ouais. vous le disiez, puisque la moitié de votre sang, entre guillemets, est italien. Vos 2 grands-parents, vous avez 2 grands-parents d'origine italienne, Giuseppe d'un côté et Stella de l'autre. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, j'ai récemment fait un test, l'ADN, et on voulait voir ça avec la famille, s'amuser comme ça. Et j'étais persuadé avoir
un gigantesque pourcentage d'Italiens, je n'ai que 9%. Vous Ah, imaginez- finalement, Si vous pas imaginez. si italien que ça. Oui, mais ce qui veut dire que, comme il y a de la Sicile chez moi et de la Calabre, c'était sûrement des marchands qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, alors que toute ma famille est là-bas. J'ai 52% de Ibère, donc ça c'est plutôt dans la logique, on va dire, s'il y en a une. Et j'ai 17,2% de Scandinaves. Voilà. Donc j'étais un viking quelque part aussi. Viking et les Celtes. Ouais, Celte pas assez pour moi, mais oui, sûrement. Le chanteur des Peut-être un peu. Waterboys, Mike Scott, m'a envoyé une photo un jour. Il a retrouvé une gravure dans une vieille bibliothèque à Dublin. Et la photo était donc un personnage du Moyen-Âge. Et il m'a envoyé ce message, c'est toi. Donc avec cette assurance de vie antérieure, et pour lui, c'était moi sur la gravure. Je ne l'ai pas contredit, c'était moi sûrement. Ouais. Et vous, vous sentez quoi? Plutôt catalan, quand même? Je me sens de plus en plus Citoyen du monde. citoyen du monde. C'est pas rien de le dire en fait aujourd'hui. Je crois que c'était bien d'être bien catalan et bien républicain espagnol pour revendiquer ces gens qui ont souffert et qui se sont battus pour qu'on soit bien libre aujourd'hui. Mais l'histoire se répète malheureusement. Et quand je vois tous ces gens qui fuient des pays en guerre, et qui fuient les massacres, les viols, et qui demandent juste un refuge quelque part, et quand je vois qu'on met d'abord en avant le problème économique avant de protéger ces personnes-là, ça me fait du mal. Donc je me dis que j'aurais pu être une de ces personnes-là. Ma famille, mes enfants auraient pu fuir une guerre aujourd'hui. Donc je me sens citoyen du monde. Voilà, c'est sûr. Donc voici le deuxième mot que je vous propose, c'est le mot cause, qui correspond à ce que l'on vient de dire. Je le disais au début, vous êtes un artiste engagé politiquement et aussi à travers des associations, beaucoup. Ouais, non, engagé, non, je dirais concerné. J'espère que tout le monde est concerné. Je suis quelqu'un qui s'engage parfois, peut-être pas assez encore. Politiquement, je m'en éloigne de plus en plus. Je trouve que nos représentants politiques sont peut-être la cause du désintéressement de nos enfants à cette même politique. C'est assez étourdissant de voir comment des élites se battent autour d'un bout d'os qui mesure plus qu'un petit pourcentage de votants aujourd'hui. Les enfants, je parle même de mon grand qui me dit mais pourquoi j'irai voter. Je pense que les médias, ils sont pour beaucoup aussi des caisses de résonance pour nous montrer des gens qui fraudent, des gens qui sont pas spécialement honnêtes avec tout ça. Donc, alors qu'il existe des gens honnêtes et qui travaillent bien, vraiment. Non, moi je suis plus aujourd'hui dans l'associatif. Et je trouve que l'associatif, ce sont des gens qui, en bas de chez nous, essaient de transformer le monde, déjà en bas de chez nous. Et ça, c'est magnifique. Des gens qui travaillent au quotidien pour que l'on vive mieux. Qu'est-ce que je sais faire, moi? Je sais écrire des chansons et je sais les jouer sur scène. En tout cas, j'aime les jouer sur scène, donc je peux être leur petit soldat quand ils me le demandent. Mais je pense que ça soit des assos, des ONG. Je pense notamment à One, l'ONG de Bono, entre autres. Ce qui m'a beaucoup séduit chez eux, c'est le résultat qui est vraiment très important. L'extrême pauvreté, le combat contre les maladies évitables. Et les résultats sont là. C'est-à-dire quand les pays, les dirigeants de nos pays, on va dire, respectent leurs engagements, eh bien on voit que les plus pauvres sont plus considérés. Et puis voilà, ça va mieux, c'est sûr, ça ira mieux. A priori, en 2030, si tout le monde respectait ses engagements, l'extrême pauvreté serait totalement éradiquée. Voilà, donc oui, ça me touche beaucoup. Ouais. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a plein de choses, mais c'est surtout C'est vrai que vous êtes quand même très très actif, très modeste, mais très actif. Vous êtes parrain
de la Fondation de l'Abbé Pierre en faveur des mal logés. Oui, mais encore une fois, j'ai pas fait grand-chose pour l'Abbé Pierre depuis très longtemps. Vous avez milité pour l'inclusion des handicapés, dans la lutte contre la mucoviscidose, contre l'illettrisme. J'en cite quelques-unes, mais voilà certaines des causes que vous avez portées Ouais, mais et que vous défendez. pour être vraiment tout à fait honnête, c'est pas moi qui suis allé chercher. C'est-à-dire, on est venu me chercher. Et je regarde le travail accompli, je regarde encore une fois des gens qui mettent leur vie de côté pour que d'autres... vous savez, le mal de notre société aujourd'hui, c'est la solitude. Et quand quelqu'un tombe par terre, tendre la main, essayer de le relever pour aller un peu plus loin, je crois que c'est la seule solution pour que l'humanité ait une petite chance, quoi. Donc, non, moi je suis plus sur... je suis un suiveur, je les suis et je ferai ce que je peux, évidemment. Et j'en fais pas assez, c'est sûr, mais ce que je peux pour aider comme je peux. Mettre une pierre et puis une autre pierre, une autre pierre. C'est quand même important, ça, parce que les chansons, c'est du vent, c'est rien. Mais quand on peut mettre une pierre et puis l'autre en aidant quelque chose, c'est pas mal. Vous n'êtes pas toujours un suiveur, vous êtes un créateur, ça on le sait. Vous êtes à l'origine de la création de l'association L'Amour Parfait, qui a été transformée en Les Papas égale les Mamans, qui milite pour le droit des pères et des mères. Ça, c'est une association qui résonne chez vous. Ouais, et puis elle résonne chez moi, mais... Aussi par rapport à votre histoire. Ouais, mais mon cœur ne s'est pas détourné de cette histoire-là parce qu'elle est tellement importante. C'était pas du tout SOS Papa ni SOS Maman qui, à mon avis, prennent en otage des enfants d'un côté ou de l'autre. Un enfant a besoin de son papa comme de sa maman. Je crois que c'est du cas par cas. Je crois que c'est tellement important de regarder ce qui se passe dans une histoire qui est déjà désastreuse, difficile à vivre, puisqu'un couple se déchire, se sépare. Je crois que les services sociaux doivent faire leur part de travail. Moi, je me souviens quand je me suis séparé, quand on s'est séparés, j'avais prévu J'en parle avec mon fils, mon Milo James a 25 ans. Et j'avais prévu un lieu pour l'accueillir, une chambre, tout était bien, on était bien. Et personne n'est venu voir comme je pouvais accueillir bien mon fils. C'est pour ça que j'ai beaucoup galéré. Mais quand je dis, c'est pas que je m'en détourne, c'est que j'ai beaucoup souffert avec cette histoire-là. Je vois des gens qui souffrent. Alors je peux toujours donner des conseils. Mon conseil, en tout cas mon petit truc, c'est la roue tourne. Et un enfant, comme je disais, a besoin de son papa, de sa maman. Et quoi qu'il arrive, ça peut prendre un peu de temps et c'est dramatique, mais il reviendra vers l'un et l'autre. Il a besoin des deux. Je vois des gens qui souffrent avec ça terriblement. J'ai souffert terriblement. Et nous, c'était les papas égales les mamans. Ça, c'était mieux, ça. C'était pas pour les uns, pour les autres, c'était pour l'enfant. C'était pour l'enfant. Et vous m'amenez naturellement à mon troisième mot, enfant. Forcément, enfant. Mm-hmm. Vous avez toujours voulu avoir plein d'enfants. C'est ce que j'entendais dans la dernière émission avec Emmanuel Dancourt. Vous en avez 4. J'en ai 4. Donc Milo, l'aîné, et aussi 3 petites filles. Ouais, Coco, Popé et Micha surtout. La dernière qui est toute jeune. Pas si petite. Coco qui a 17 ans. 17 ans, oui, qui grandit. Qui me dépasse en taille. C'est étonnant. Chaque fois que je la vois, je l'ai vue juste avant de venir parler avec vous là. Et je me rappelle toujours du moment où elle sort du ventre de sa maman et je murmure à l'oreille de sa maman, c'est une petite fille. On va l'appeler Coco. Coco Grace Patty Bluma. Je crois qu'on a été jusqu'à la dernière seconde le droit. On avait c'était 3 jours à l'époque, c'est 5 jours maintenant. On avait le droit à 3 jours pour trouver le prénom, pour la déclarer. On a attendu la dernière minute pour être d'accord là-dessus. C'est important, hein, c'est un nom gravé à vie. Et quand je la vois comme ça, je me dis, ça lui va tellement bien, Coco. Coco Caligiuri, waouh. Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, ma grande fille, elle fait du violoncelle, elle fait du piano. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille à la maison, un dimanche après-midi pluvieux, qui jouerait du violoncelle. Et je suis quelqu'un de très chanceux, parce que le ciel, ou quelqu'un en tout cas qui est là, m'a offert ça encore une fois. Et les autres aussi, hein. Popé qui fait de la harpe, et Micha, qui, à mon avis, sera sauvage comme son papa sur scène. Ouais. Les enfants, on pense bien sûr à vous aussi. L'enfant, ce petit garçon qui a perdu sa maman à 6 ans, que vous racontez
très délicatement dans Seuls les enfants savent aimer. C'était votre premier roman, enfin une autobiographie, publié en 2018. Depuis, vous avez été très prolifique. Avec le confinement, il y a eu Le Voilà les anges, sorti en 2021. Aussi un recueil de poèmes éparpillés en 2020. C'est pas grâce au confinement. Le confinement, c'est un cauchemar qu'il faut laisser derrière. À cause. Je me refuse d'écrire quelque chose qui puisse me rappeler un jour qu'il y a eu ce cauchemar-là. Un cauchemar, il faut le laisser derrière, l'enterrer, et c'est terminé. Je ne peux pas, moi, me dire que dans 20 ans, je vais lire une de mes chansons ou un de mes livres en me disant que c'est grâce au confinement. Il n'y a rien eu grâce au confinement. Au confinement, il y a eu des gens qui ont souffert. Au confinement, il y a eu des gens qui sont morts. Au confinement, il y a eu des familles déchirées qui n'ont pas pu aller dire au revoir à leur grand-père. Et pour moi, ça, je ne peux pas me servir de ça pour écrire une chanson. En tout cas, j'ai des amis sculpteurs qui n'ont pas pu créer non plus lors de ce moment-là. Mais en tout cas, oui, j'ai écrit des livres, mais parce que ça me plaît, ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien démarrer. C'est une dame qui m'a dit un jour, j'aime vos chansons quand vous parlez de l'enfance et de l'adolescence, mais j'aimerais bien que vous alliez plus loin. Et plus loin, c'était écrire quelque chose, un roman, c'était se mettre tout nu et traverser l'océan et aller jusqu'à la Statue de la Liberté. Et j'aime bien le moment où on plonge, c'est-à-dire la première phrase. Aucun plan, c'est-à-dire que la première phrase appelle la deuxième, et puis la troisième. Et puis la nuit arrive et on ne sait pas du tout la phrase qui va démarrer le lendemain. On ne sait pas du tout où l'aventure va nous mener. J'ai beaucoup aimé ça. C'était comme une deuxième vie dans ma vie. Ça a été une période douloureuse, ce confinement, mais en même temps créative aussi, c'est ce que j'avais voulu exprimer en fait. Non, mais douloureuse, oui. Il faut en parler comme ça parce qu'il y a des gens qui vivent des choses et qui... Moi, j'ai fait une vraie dépression. On met ce mot-là parce que ça ne m'était jamais arrivé. Ça ne m'était jamais arrivé de réfléchir à comment mettre un pied devant l'autre. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir la tête qui tourne, mais pas d'éblouissement, mais parce que le diable était partout et on ne savait pas où poser les yeux. J'ai regardé mes enfants à ce moment-là et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur laisse ? Qu'est-ce que j'ai hésité à remettre ma petite poupée à l'école quand j'ai vu ces cercles de peinture comme ça. Je l'ai vue avec son petit masque et qui me regardait toute triste, la laisser le matin à l'école. Qu'est-ce que j'ai hésité ? Et j'étais très triste aussi parce qu'un sondage qui disait que 43% des Français trouvaient le confinement merveilleux. Mais comment on peut trouver le confinement merveilleux ? Trouvez un autre mot, un autre adjectif, s'il vous plaît. C'est insultant presque. C'est une insulte aux gens qui souffrent, je trouve. Donc voilà, moi tout ça a contribué à... Oui, aussi, j'avais un disque qui a été scalpé dès le 2e jour. Il est sorti 2 jours, mon disque qui s'appelle Cavale, 2 jours avant le confinement. Une tournée qui s'est arrêtée. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à tout le reste ? Et c'est rien du tout. On s'est repris après, on a continué après, on s'est battu après, on s'est serré les coudes après, et puis c'était bien après. Et puis moi, je voulais remercier encore une fois, parce qu'on l'a fait, on a tapé des mains, je voulais remercier le personnel, les infirmiers, les docteurs, tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, il faut vraiment les augmenter, ces gens-là. C'est d'argent dont ils ont besoin pour continuer à assumer un métier que personne ne pourrait faire à leur place. On l'entend. C'est vrai. Message passé. Vous êtes très émouvant. Vous l'entendez, je suis émue de mon côté. Le mot, c'était le mot enfant. C'est vrai que je pensais à vous, je parlais de vous aussi, ce petit garçon qui a perdu sa mère donc à 6 ans. Ce petit garçon que vous êtes resté d'une certaine façon, vous le disiez. Je ne l'ai pas perdue, elle est allée ailleurs. C'est pas pareil. Elle est allée ailleurs. Je le sais parce que je lui parle tous les jours. Je lui raconte les jours qu'elle n'a pas vécu tout le temps. Elle s'appelait Mireille ? Mireille, ouais. Elle avait 33 ans. Ouais, c'est jeune. Très jeune, trop jeune. Juste avant vous, il y a quelques semaines, Elie Semoun était à votre place. C'est son papa, lui. Son papa, oh là là. Non, il a perdu sa maman. Sa maman aussi, mais son papa, il y avait une histoire là, récemment compliquée avec son papa aussi. Qu'il a perdu à cause de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et sa maman, il l'a perdue à l'âge de 11 ans. Oh là là. Comme vous. Je vois un rapprochement parce que
Il disait d'une certaine façon, et je l'entends aussi peut-être chez vous, on a encore plus besoin d'amour quand on perd sa mère à 6 ans, un besoin d'amour encore plus Ouais, intense. c'est compliqué. C'est Est-ce que compliqué. oui, C'est compliqué avec les femmes, c'est compliqué beaucoup. Parce qu'on cherche une maman partout, en fait. Après, je crois que inconsciemment, j'ai passé une partie de ma vie à presque lui en vouloir. Comme si elle m'avait abandonné, quoi. Et puis, aujourd'hui, je sais. Je sais que j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé le sentier qui m'amène au bonheur dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être parce qu'elle a décidé, en tout cas parce qu'elle est partie. Elle n'a pas décidé, mais c'est parce que je me suis retrouvé à un âge où d'habitude des parents, en tout cas des adultes, nous disent c'est ce chemin qu'il faut prendre. Il faut que tu fasses ça pour être heureux. Non, parce que moi je me suis retrouvé tout seul et la seule personne que j'ai écoutée, c'est mon cœur. Et mon cœur m'a dit va sur la route et tu seras heureux. Et j'ai bien fait d'écouter mon cœur. Voilà. Je suis troubadour et tellement heureux d'être troubadour. Et je crois que si maman avait été là, j'aurais sûrement fait quand même le plus beau métier du monde aussi, ouais. J'y pense souvent à ce métier, instituteur, ouais. De cours préparatoire, donner la lecture et l'écriture à tous ces enfants, donc donner la liberté. J'imagine, je pense, si on parle de mon premier livre, je pense à Madame Caz, mon institutrice. Elle est partie, elle n'est plus là, et j'imagine qu'elle a eu 30 élèves pendant 40 ans, donc ça fait 4 x 3, 1200 enfants à qui elle a donné la lecture, l'écriture. Et peut-être parmi eux, il y avait des instituteurs et des institutrices qui ont donné aussi la lecture et l'écriture. comme votre maman, Comme ma maman, ouais. la transmission. La transmission, c'est beau ça, la transmission. Je vous transmets le dernier mot. Ce n'est pas la transmission, mais c'est chapelle. Qu'est-ce que ça m'évoque, c'est ça? Oui, Alors c'est dans marrant parce chapelle, que... il y a elle aussi. Ouais, dans Chapelle, il y a elle. Il y a plusieurs choses dans Chapelle. Dans Chapelle, la première chose qui me vient, c'est que j'aime bien détruire les chapelles. C'est-à-dire, on nous met dans une chapelle. On est un chanteur, on est un écrivain, on est un acteur, Et moi, j'aime bien me dire que j'ai le droit de tout faire parce que c'est déjà un miracle de la vie d'être sur Terre. C'est pas à nous à construire des murs, non. Profiter de ce miracle-là. Donc, fureter dans tous les sens, courir dans tous les sens, croquer partout, quelles que soient nos capacités. Juste apprendre, croiser des gens qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous faire découvrir des choses. Pour moi, c'est ça, détruire des chapelles. Et surtout ne pas me contenter de là où on me met. Non, non, la liberté, quoi. Personne ne me dira où je dois aller. Personne. Et le mot chapelle, pour moi aussi, c'est important parce que c'est un endroit de recueillement. Chapelle, petite église, petit lieu. On parlait tout à l'heure de ralentir les choses. On en parlait en musique. Rentrer dans une chapelle, allumer un cierge, penser très fort à ceux qu'on aime, les protéger avec une petite flamme qui fait juste comme ça, et se recueillir au milieu de ce monde de fous. Pour moi, c'est très important. Je suis allé récemment me recueillir la Vierge miraculeuse dans Paris. J'ai passé 2 heures à la regarder et à être juste bien. Et pour moi, c'est important, les chapelles. Les chapelles, c'est un lieu où j'ai vu mon papa dans une chapelle en Irlande. Il venait de décéder et j'avais 20 et quelques années et je suis parti en Irlande parce qu'on appartient au pays où on a décidé de mourir. Moi, c'est l'Irlande. Je suis allé en Irlande et j'étais en haut de cette butte, comme ça. Il y avait le village tout en bas. Et je suis allé me recueillir dans une chapelle où il y avait une seule porte, toute petite, comme ce lieu-là. Et j'étais face à l'autel et je pensais à mon papa. J'ai entendu du bruit derrière moi. Je me suis retourné, il y avait un homme en toile de bure et il m'a souri.
Je me suis retourné vers l'hôtel, je me suis encore retourné pour pouvoir discuter avec la personne. Elle n'était plus là. Je suis sorti dehors, il n'y avait plus personne. Il n'y avait pas d'autre porte, pas d'autre lieu pour se cacher. Et le village, je vous dis, était à 300 mètres à contrebas. C'était mon père qui était là. Vous l'avez dit, l'Irlande, c'est là où ce serait votre dernière demeure? Oh, c'est magnifique la vie parce qu'on ne sait pas. Moi, j'adore cette expression que je jette à tout va, comme un totem, quoi, comme ma phrase. On meurt demain. Donc, évidemment, si on meurt demain, croquons tout cette nuit, croquons tout ce soir, croquons tout aujourd'hui. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi je pense à mon ami, à quelqu'un que j'aime beaucoup, Arnaud, qui est parti récemment, le chanteur, et ses cendres ont été éparpillées au large d'Ostende. Et je trouve ça complètement dingue. Alors, je ne vais pas faire mon testament là aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un petit bout de moi qui reste là-bas, ouais, qui soit quelque part en Irlande. Ouais. Sur les terres irlandaises ou dans la mer? Oh, l'Irlande, c'est... Non, ça serait à Clifden. Clifden, et ça serait le village le plus à l'ouest d'Irlande. Et ça serait ouais, en haut d'une falaise. Clifden, comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Ou alors dans une prairie, avec tous mes amis, qui décideraient de célébrer un mariage également. Je ne sais pas pourquoi je vois cette mariée avec une nuisette blanche et des fleurs tout autour là, sur sa tête. Et son chéri qui est juste heureux. Et puis on serait là pour moi d'abord pour poser cette boîte et puis on m'oublierait rapidement parce que ça serait la fête. Vous voudriez que ce soit la fête? Ouais, ouais. Alors, c'est compliqué, hein, mais c'est quand même assez... célébrer quelque chose, quoi. Oui, non, ce que je dis, c'est fou parce que j'ai tellement été triste à tout ce que j'ai vécu, les enterrements, c'est sûr. Mais se dire que une personne qu'on laisse là, c'est triste parce que c'est la personne qui nous a apporté son soutien, sa joie, en tout cas sa compagnie durant toute une vie, et on le laisse là. C'est triste, donc on peut pleurer. Et en même temps, on peut se dire avec le sourire, que c'est cette personne-là qui nous a donné le soutien et la joie. Voilà, il y a un peu des deux. Mais c'est toujours... quand on pleure, il y a toujours un petit bout de sourire quand même quelque part. Ouais. Comment imaginez-vous l'après, l'au-delà, le paradis? Cette phrase-là qui résonne, « Cherche ton paradis dans ta propre vie, c'est le seul chemin pour qu'il existe un jour dans le ciel de l'éternité. » Alors je ne l'imagine pas, non. Je l'imagine pas. C'est marrant parce que je suis persuadé qu'il y a une vie après, je suis persuadé qu'il y a d'autres vies après, je suis persuadé que je vais croiser des gens après, je suis persuadé que le petit ange qui me parle sur mon épaule me prendra dans ses bras un jour, comme notre paradis, comme le Valhalla des Vikings. J'en suis persuadé. Et en même temps, je pense rarement à l'après. Et souvent au bout. Et le bout, j'aimerais bien que ça soit quelque chose de... Je me vois très vieux avec une longue barbe blanche. Je vois mes enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Et je me vois leur montrer une photo de moi, le regard fou, jeune, debout sur des gens, c'est-à-dire en concert. Et leur dire, regardez ce qu'il faisait votre arrière-arrière-grand-père. Et je pense souvent à ça, ouais. Après, en même temps, je me dis que j'avais écrit une chanson là-dessus, Une femme se repose. C'est terrible, on vieillit, waouh, c'est bien, c'est-à-dire on défie la mort quelque part. Mais plus on vieillit, plus on a de chances de perdre les êtres chers. Alors je pense à cette dame, sous le soleil de Catalogne, en haut de mon village, assise sur une petite chaise, un osier, qui regarde les enfants et qui sourit. Mais elle a perdu
elle a perdu ses enfants et peut-être ses petits-enfants tellement elle a vieilli. Voilà. Mais c'est la beauté de la vie, hein. La non-éternité. Quelle horreur éternelle, quelle horreur. Je reviens auprès de vous. Cali, merci beaucoup Merci. pour ces partages. À tout de suite. Alors Cali, je suis de retour auprès de vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience, entre guillemets, puisque j'étais plus là? Je vous ai présenté 4 mots. Il y a un mot qui vous a plus touché que les autres? Déjà, merci pour cette balade en amnésie. Eh oui. mais non, je crois que ce sont des mots bien choisis, évidemment, mais ouais, c'est marrant cette question-là, parce que j'ai entendu votre voix et je voyais sur un écran le mot. Et c'est marrant parce que le mot qui se désincrustait, qui venait le plus à moi, c'était le mot enfant. Oui. Enfant. Après, tout est lié, hein, tout est lié. Parce que on parle des causes et tout ça, je me dis que pour parler avec mes enfants, je vois qu'ils ne feront pas les mêmes bêtises que nous. Et c'est pour ça que j'ai foi en moi, hein, et espoir en l'humanité, parce que je suis vraiment persuadé que les générations qui arrivent, là, juste là, feront beaucoup plus attention et vont freiner l'ultime, c'est sûr. Ouais. Vous êtes plein d'espérance. Vraiment, oui. Un mot qu'on aime beaucoup ici sur KTE. Ouais. Vous avez une pratique régulière, votre rapport à la foi? Quel est-il? Ma pratique, alors c'est marrant parce que je ne me pose pas la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un ami qui n'a pas la foi, en fait. Et je trouve que les obstacles, les murs, sont beaucoup plus difficiles à franchir pour lui que pour moi. En tout cas, c'est assez étonnant parce que souvent je me dis mais non, il n'y a aucune raison que... Et c'est comme si c'est une vérité. Donc c'est ma foi. Donc on pourrait me torturer si on me fait très mal. J'avouerai en disant je ne crois en rien, ok, ou en qui vous voulez. Mais non, au fond de moi, je sais que j'ai un Dieu qui est là. J'ai beaucoup de choses qui se promènent là, inexplicables. Et pourquoi perdre du temps à les expliquer? Pourquoi perdre ce temps-là? Non. Est-ce qu'on ne peut pas les vivre juste? Ouais. Ma foi et ma force. Ma foi et ma force, tout à fait. On pourrait dire ça. Ouais. C'est amusant, on a commencé par l'Irlande, on a fini avec l'Irlande. Et qu'est-ce que vous aimeriez bien faire avant de mourir? Le Vendée Globe, non? Ouais. Entre autres. Ouais. Alors le Vendée Globe... Ça m'amuse parce que, comme vous le savez, il y a votre homonyme. Ouais, Cali. Cali, Arnaud Boissière, Arnaud Boissière, qui l'a fait un certain nombre de fois. Et qui, lui, a mené une vie aussi extra... J'ai eu la chance de parler une nuit il y a très très longtemps avec lui. Après une émission, on s'est retrouvés tous les deux. Il a vécu des choses tout au bord du précipice, hein, Ouais. longtemps dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui aurait pu mourir jeune, qui aurait dû mourir jeune, et qui n'est pas mort parce qu'il avait cette vision des choses. Il allait traverser les océans. Et il l'a fait. Mais ce qui est très beau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent, et il va les voir, il leur en parle, et leur dit, regardez, moi j'étais comme vous, j'avais les cheveux tout rasés, et ça n'allait pas bien du tout. Et on ne me donnait pas beaucoup, hein, mais regardez, je suis là. Chacun a tracé un cap différent, Ouais. avec ses épreuves, son histoire. Ouais, Les deux et puis- Cali. Et puis donner la force aux autres grâce à ça, parce Bien que ça, sûr. ce sont vraiment des moments... voilà, donner la force grâce à ça, c'est Bien sûr. complètement fou. Ouais. Ça, c'est plus anecdotique, mais vous allez le faire quand même? Ça reste Ouais, Ouais, aussi les choses que vous aimeriez bien faire? j'ai un ami chanteur qui m'a invité sur un bateau pour, on va dire, assouvir mon fantasme, mon désir. Non, c'est même pas un fantasme, mon désir. Un désir. Parce que je vais le réaliser un jour. Et son bateau, la première tempête, a coulé au port, c'était vers Biarritz, là-bas. Je me suis dit, on est mal barré quand même si il coule au Ça, port c'est un déjà. signe aussi, peut-être. C'est un signe aussi. mais je vais le faire. Je veux vraiment, j'aimerais. J'ai traversé le Wyoming à cheval avec mon fils, avec un cow-boy. Cavale. Ouais, c'est ça. Et c'est une expérience
qui nous relie très très fort parce que c'était dingue. Et ça, je le ferai, je traverserai l'océan, les océans, je vais le faire. Ouais. On va vous attendre là-dessus en mer. En attendant, on attend le volume 2. Ouais. On écoute le volume 1 de Ces jours qu'on a presque oubliés. Merci beaucoup, c'est votre dernier album bien sûr. Merci beaucoup Kali Merci beaucoup. pour ce partage, cette lumière intérieure, votre lumière intérieure que vous avez partagée et que vous pouvez revoir en replay comme d'habitude sur KTO-TV. Si je peux me permettre. .com. Je peux me permettre. Oui, parce bien que sûr Kali. on parlait de foi, on parlait de... Oui, Croyez en vos étoiles aux allures de petits chemins. Croyez en vos justes et insolites étoiles. Et si vous croyez à une étoile qui n'existe pas, cherchez-la, c'est la bonne. très joli. Elle m'accompagne, cette phrase. C'est de vous? Non, Non, c'est de... c'est un ami, Éric Poindron. Mais sa phrase me Très fait beau. beaucoup de bien, toujours. Ça aurait pu être vous, véritable poète. Ça aurait pu Merci être lui, beaucoup. et c'est lui. Et c'est lui. Très très beau. Merci pour ce partage. Merci beaucoup, Kali. Merci à vous. Bonne semaine.